Alors moi, je ne fonctionnais pas. Je ne pouvais pas faire les escaliers. Je ne pouvais pas tenir mes enfants dans mes bras. Mais me disait que j'avais rien. Donc, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment c'est possible que je ne fonctionne pas? Je suis en souffrance tout le jour et je n'ai rien. Ça me semble pas possible. Et donc, je continuais à chercher des réponses ailleurs et je fais tous les examens traditionnels. Et finalement, j'allais de pire en pire. Donc aussi, tous les médicaments qui m'étaient donnés pour couper les symptômes ne faisaient qu'ajouter un taux de toxines dans mon système. Après 2-3 semaines de régime, la moitié de mes symptômes étaient moins 70% moins. C'était étonnant. Donc, j'avais une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois, voire des années. Tout avait changé de façon incroyable. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce, sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Michaela. Bonjour Liron. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans l'émission Génération 120 ans. Bienvenue. Merci. Je suis très contente d'être ici. Je te remercie. Pareil. Écoute, dans cet épisode, on va parler du régime AIP, qui veut dire auto-immune protocole, qui est un régime très particulier et qui pourrait, d'après ce que j'ai compris, du peu de connaissances que j'ai eu sur ça, qui pourrait aider les personnes souffrant donc de maladies inflammatoires et même auto-immunes à mieux supporter leur maladie et même potentiellement à se guérir. Alors on va pouvoir en discuter de tout ça. Ouais. Donc je suis très curieux par rapport à ça et c'est pour ça que je suis très content que tu sois là parmi nous pour nous parler un peu de tout ça puisque c'est ta spécialité. Aujourd'hui, tu accompagnes de nombreuses personnes au quotidien à retrouver leur santé grâce à ce protocole. Et voilà, c'est l'idée de cet épisode. L'idée aujourd'hui, Michaela, c'est de comprendre les enjeux de ce régime particulier, c'est de comprendre qui peut le faire, qui ne peut pas le faire, comment ça fonctionne, dans quelle mesure, les bénéfices que ça pourrait apporter et éventuellement des conseils pour commencer à le mettre en place dans sa vie quotidienne. Donc, voilà. Avec plaisir, oui. Donc, est-ce que ça te va, Michaela? Ça va très bien, oui, c'est parfait. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, pour expliquer à nous tous et en particulier les auditeurs auditrices qui tu es. D'accord. Alors, je suis nutrithérapeute et coach AIP, protocole auto-immune, dont on va parler en détail plus tard. Je suis aussi en train de terminer une formation en médecine fonctionnelle. Et donc, j'utilise une approche holistique et fonctionnelle combinée à la nutrithérapie pour aider les gens qui souffrent des maladies inflammatoires chroniques. Même si je n'aime pas trop le mot chronique, on parlera de cela. D'accord, ok. Mais disons, les gens qui souffrent de maladies auto-immunes, la maladie de Lyme, les syndromes post-virales et tous problèmes qui sont liés aussi à la flore intestinale, dysbiose, small intestinal bacterial overgrowth. D'accord. Donc tout ça, c'est le point commun de toutes ces choses-là, c'est que ce sont des maladies inflammatoires, c'est ça? Exactement. Donc ils ont un certain degré d'activation de le système immunitaire, de suractivation
le système immunitaire, au d'épuisement. Donc, c'est un moyen pour aider le système immunitaire à avoir un peu plus d'espace et s'occuper des vrais pathogènes, disons. Je vais vous expliquer plus dans les détails, mais toute inflammation vient d'une hyperstimulation, d'un épuisement du système immunitaire. Ok. Et donc à plus ou moins à des degrés, il y a des maladies qui sont très inflammatoires et d'autres qui sont beaucoup moins inflammatoires et qui sont exactement. Donc il y a des degrés d'activation du système immunitaire, indépendance de quelle partie du système immunitaire est impliqué. Disons là, le système immunitaire inné, par exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'activation des mastocytes, d'un syndrome d'activation des mastocytes post-viral. C'est la première ligne de défense. C'est les sentinelles de notre système immunitaire. Et donc, ils sont dans les barrières de notre corps, dans la peau, les sinus, de l'autre côté de la paroi intestinale. Donc, sont les premiers à être sollicités lorsque des pathogènes traversent les barrières de notre corps. Donc, on peut voir cette partie de le système immunitaire activé ou quand il s'agit des systèmes immunitaires adaptifs. Donc, c'est la partie du système immunitaire qui a une mémoire, qui se rappelle de certaines pathogènes. Là, il y a une production d'anticorps vis-à-vis de certains antigènes. Et là, alors, on est dans le cadre des maladies auto-immunes. Donc, il y a tous différents degrés d'activation et des degrés inflammatoires, indépendance de quelle partie, aussi tous les parties, parce qu'on voit très souvent, malheureusement, les tout ensemble. Oui. Ok, d'accord, ça marche. Donc, avant de rentrer un peu plus en détail dans tout ça, tu as dit le mot fonctionnel parce que tu fais de la médecine fonctionnelle. Oui. Est-ce que tu pourrais donner une définition, expliquer ce que c'est et peut-être les différences avec la médecine conventionnelle? Oui. Alors, je crois profondément qu'une approche fonctionnelle est nécessaire aujourd'hui. Les types de maladies qui on fait face tous les jours. Et les différences sont plusieurs. Alors, on va comprendre mieux si je vous donne bien les différences. Alors, en premier lieu, la médecine fonctionnelle, elle est investigatrice. Donc, elle va chercher l'origine du problème et s'arrête pas au niveau des symptômes. Je ne dis pas tout le temps que la médecine traditionnelle fait cela, mais c'est très souvent le cas qu'on essaye de modifier, cacher, éliminer les symptômes et on s'arrête à ces moments-là. Par contre, la médecine fonctionnelle va voir, mais ces symptômes, c'est la manifestation de quoi? De quel type de dysfonction? De où ça vient? Et donc, c'est clairement plus compliqué, ça prend plus longtemps, mais ça peut après amener à des résultats sur le long terme, disons. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle est holistique. Donc, qu'elle considère les corps comme un ensemble de parties interconnectées. Donc, on ne peut pas considérer un système et dans des vides et ne pas prendre en considération les autres systèmes. C'est là, ça devient, à mon avis, de plus en plus nécessaire. On découvre, heureusement, qu'il y a besoin de regarder un cadre général interconnecté. Elle est intégrative, donc n'exclut pas des interventions médicales si nécessaire ou d'autres approches. Elle donne beaucoup de place aux patientes. Je trouve la médecine traditionnelle ne fait pas autant, dans le sens qu'on essaye d'éduquer les patients sur sa condition et lui donner les outils pour la gérer, devenir un acteur, l'acteur principal dans son processus de guérison. Et de là, la dernière différence qui est très importante, que la médecine fonctionnelle est préventive. Donc, on essaye de regarder au dysfonctionnement, justement, avant qu'il a une manifestation précise. Et donc, cette diagnostic où on est très lié aujourd'hui, il faut donner un mot pour toutes les maladies, mais on essaye de prévenir les moments où la maladie est conclamée et donc corriger la dysfonction avant que ça soit trop tard. Ok.
Donc ça, c'est toutes les différences entre médecine conventionnelle et fonctionnelle. Donc globalement, c'est prendre le temps d'être avec le patient et puis on va dire l'étudier entre guillemets dans son ensemble pour pas corriger les symptômes et les cacher, mais aller vraiment à la cause racine pour vraiment corriger le problème d'un fond en comble, quoi. Je peux te donner un exemple qui peut-être va aider à comprendre. Aujourd'hui, je vois beaucoup des jeunes filles qui souffrent d'un certain type de syndrome métabolique, disons, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est un umbrella, donc c'est un terme qui contient beaucoup de symptômes et de manifestations. C'est pas nécessairement complet, donc il faut pas avoir tous les symptômes pour avoir ce syndrome. Je peux te donner l'exemple d'une jeune fille qui commence à avoir des manifestations d'acné, par exemple, autour de ses 20 ans, ou des règles irrégulières. Donc elle va chez son médecin et le médecin lui donne la pilule. Donc, les symptômes vont disparaître, elle va plus avoir des règles, donc elle va avoir une régularité, et l'acné va diminuer, mais le problème à la base reste là-bas. Et donc, quand elle aura 30 ans, elle aura envie de faire des enfants, elle quitte la pilule et se retrouve avec le même problème, et à ce moment-là, plus important, parce que après, normalement, il y a une répercussion sur la thyroïde aussi, et donc, il risque d'avoir des problèmes de fertilité, parce qu'on n'a pas regardé à l'origine du problème au moment où il fallait le faire. Donc, je crois que c'est très important de construire cette approche et d'aller voir d'où ça vient. Les symptômes, ce n'est qu'une manifestation. Donc, on essaye vraiment d'aller les plus loin possible dans ce qui est à la base. Donc, il y a aussi, par exemple, on utilise des tests, des prises de sang qui sont beaucoup plus larges de ce que la médecine traditionnelle fait pour aller voir des carences, des déséquilibres hormonaux. Donc, avant que cela devienne pathologique. La plupart des temps, ce type de conditions, surtout les maladies inflammatoires chroniques, prend des dizaines d'années à se mettre en place. Ah oui, une dizaine d'années. Mais oui. D'accord. Donc, les signes sont normalement là depuis très longtemps. Mais pas je dis manie, mais un peu cette habitude de devoir donner un nom à toutes les conditions fait que, par exemple, disons, il y a un mécanisme auto-immune en place à niveau de la thyroïde, cela s'appelle Hashimoto. On attend il y a un dommage vrai à niveau de la thyroïde, alors on donne les médicaments. Lorsque on pourrait corriger les mécanismes même et éviter que cela dégénère dans la maladie et à la condition jusque la thyroïde est devenue tellement petite qu'il ne produit vraiment plus les hormones. Donc il y a plein de choses à faire vraiment pendant des dizaines d'années avant. Et là, c'est l'autre chose qui, je pense, important de souligner à niveau de la médecine fonctionnelle, c'est qu'on voit maintenant, on sait, avant, on pensait que les maladies sont dans notre code génétique et qui sont figées et qu'on ne peut rien faire. Là, on découvre au contraire que ce que nous mangeons, l'environnement auquel nous sommes exposés, les styles de vie que nous avons détermine, elle est moteur principal de toutes les maladies humaines, tous. Il y a des études qui prouvent qu'au 90%, cela a un impact sur le développement de maladies. Donc c'est l'épigénétique, c'est ça? Pardon? C'est l'épigénétique. Exactement. Donc on appelle génome les codes génétiques qu'on a de notre parents. Et épigénome, les substances chimiques qui peuvent modifier cette code génétique pour les générations à venir, et exposome, donc tous les facteurs pas génétiques dont nous sommes exposés dès la conception jusqu'à la mort. Et cela a l'impact le plus fort sur notre santé et sur la maladie.
Et là, on a un pouvoir énorme. C'est super intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est qu'on peut influencer du coup nos gènes pour potentiellement guérir des maladies qu'on pourrait avoir en amont, en tout cas où on serait prédéterminé, ou renverser la tendance si voilà, il y a une maladie qui s'est déclarée pour grâce à un travail quotidien de changer une partie de la génétique. Oui, alors l'épigénétique, c'est plus compliqué que ça parce que ça oui, a les effets les plus importants sur les générations après et à venir. Mais on peut quand même, si on regarde au exposome, on peut éviter de développer certaines maladies. Donc, on a peut-être une prédisposition génétique, mais grâce à un contrôle sur l'exposome, sur notre alimentation, habitude de vie, et environnement, on peut éviter de le développer. Et après, on peut faire que nos enfants ont beaucoup plus de chances de ne pas le développer. Donc, voilà. Ok, super intéressant. Donc, l'exposome, je connaissais pas ce terme, donc merci d'avoir expliqué. Il y a un truc que tu as dit que ça m'a interpellé, c'est le fait que ça peut venir plusieurs années en amont déjà. On peut être dans un état qui peut provoquer par la suite des grosses maladies inflammatoires. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment savoir si on est dans cet état-là? Parce que si d'un coup demain on a une grosse maladie qui se déclare, mince, ça veut dire que 10 ans en amont, j'étais déjà, ou quelques années en amont, j'avais déjà des signes. Mais est-ce que il y a des moyens de savoir tout ça? Alors, il y a des moyens, donc ça dépend beaucoup de quel type de maladie on parle, mais il y a des signes à l'avance, il y a des conditions, disons, qui vont prédisposer à développer certaines maladies inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes. Une de celles-là, qui c'est toujours à la base de beaucoup de maladies inflammatoires et des maladies auto-immunes, est l'hyperperméabilité intestinale. Donc, la condition dont notre intestin est un prédicteur vraiment de l'inflammation. Donc là, malheureusement, c'est un peu épidémique, cette hyperperméabilité intestinale. Donc, parce que l'intestin doit être un peu perméable, parce que c'est le lieu où on absorbe les micronutriments. Donc, il y a qu'une couche des cellules. C'est pour cela que c'est délicat à ce point-là. Mais aujourd'hui, cela devient trop perméable trop tôt. Donc, à cause des médicaments que nous utilisons, il y a plein, les antibiotiques, les antiacides, les anti-inflammatoires, des ondes électromagnétiques, malheureusement, les stress, on a un niveau de cortisol trop élevé, rendre notre paroi trop perméable. Donc, quand la paroi devient trop perméable trop tôt, il y a tout genre de pathogènes vrais, donc des virus, des bactéries, des parasites, des métaux lourds qui traversent la paroi de l'intestin, mais aussi d'autres éléments qui ne devraient pas être forcément pathogéniques, type la nourriture qu'on mange, et cela c'est à la base des mécanismes auto-immunes. Et du coup, il y a des morceaux, disons, des nourritures qui n'est pas coupées dans la forme absorbable. Ça serait dans le cas des protéines, des aminoacides, par exemple, que notre corps peut utiliser pour faire des muscles ou des neurotransmetteurs. Du coup, ça reste en séquence de petits aminoacides et le corps ne sait pas quoi faire avec. Et donc, il va monter une réaction. Donc, il va solliciter, donner l'alerte au système immunitaire parce qu'il pense que c'est pathogénique. Et dans ces processus-là, l'inflammation monte. Donc, et après, cela, c'est le mécanisme de la maladie auto-immune qui implique le système immunitaire adaptif. Il est tellement sollicité qu'il perd la tolérance vis-à-vis de ceux qui arrivent de l'extérieur. Il commence à ne plus faire partie entre les protéines qui arrivent de l'extérieur, et c'est là qui forment les tissus de notre corps. Alors, ok. Alors juste pour être sûr que j'ai bien compris, donc en gros on a chacun un intestin normalement si tout va bien. Et cet intestin, il est plus ou moins perméable. Donc perméable, c'est-à-dire laisser passer des choses.
Donc, s'il est perméable, c'est pour justement absorber les micronutriments. Donc, micronutriments, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur même de l'aliment. C'est les vitamines, les minéraux. Les minéraux, etc. Oui. Donc, il est perméable, suffisamment perméable pour absorber donc les micronutriments de ces aliments qu'on mange. Sauf qu'aujourd'hui, à cause de différents facteurs comme le stress, les antibiotiques, la pollution, peu importe, enfin tout ce que tu as et aussi énuméré, la qualité de la flore, oui. Et la qualité de la flore, ah oui, d'accord. La qualité de la flore, l'intestin devient beaucoup plus perméable, donc hyperperméabilité. Attends, j'arrive pas à le prononcer. Hyperperméabilité. Hyperperméabilité. Yeah. Voilà. Et ce qui fait que. Oui. Comment t'as dit? C'est plus facile. Leaky gut. En anglais, c'est simple. Ah, leaky gut, voilà. Ah, mais ça me va mieux. English. Leaky gut, et ce qui fait qu'on va absorber beaucoup plus ce que l'intestin devrait absorber. Donc, il va absorber des virus. C'est ça? Il y a une translocation des toxines exagérée. Donc, certaines choses sont tout court pathogéniques, mais certaines d'autres pas. Et donc, si après on a une flore qui a une fermentation bactérienne élevée, donc il y a trop de bactéries, il y aura plus d'endotoxines, et donc c'est là vont transloquer. Donc il y a trop de passages. C'est tout. Donc il y a trop de passages, et donc même des choses qui sont normalement pas pathogènes, qui sont sains, se retrouvent absorbées. Et quand ça va absorber, ça va dans le corps, du coup, de façon simplifiée, ça va dans le sang ou des choses comme ça. Dans le cercle sanguin, justement. Donc, de l'autre côté, pour décider ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne doivent pas rentrer, il y a justement le système immunitaire. Avec tous les mastocytes en premier, qui vont faire cette action de alerter le système immunitaire s'il y a quelque chose de pathogénique. Et le processus de ce travail est un processus inflammatoire. Chaque fois, ils vont relâcher des médiateurs inflammatoires, les cytokines, les histamines, tout cela qui donne un niveau d'inflammation élevé. Donc, pour revenir à ta question à la base, cela provoque un état inflammatoire. Donc, il y a des marqueurs qu'on peut voir dans les sangs. Il y a des tests qu'on peut faire au niveau de l'intestin parce que très souvent, l'origine de certaines, pas tout, mais voilà, une maladie chronique inflammatoire est là. Et donc, on peut essayer de corriger ce processus. D'accord. Donc, c'est-à-dire que plus ou moins chacun à son niveau il va avoir déjà des réactions inflammatoires de base, peut-être tout petit peu, parce on est tous en confrontation avec des virus, des choses comme ça. Oui. Mais c'est le fait qu'il y en a beaucoup trop tout le temps, et même la nourriture qui sont pas censées être pathogènes. Ça va alerter justement le système immunitaire qui va se défendre avec cette réaction en envoyant des cytokines, c'est ça, ou des mastocytes. Et voilà, et c'est ça, à force de répétition et de force, que ça va être de plus en plus inflammatoire, et donc arriver à créer des maladies vraiment chroniques, inflammatoires élevées. Exactement. C'est en particulier le processus qui est en acte dans les maladies auto-immunes. Donc, on laisse cet état inflammatoire en place pendant trop longtemps. Le risque, c'est qu'après, le système immunitaire n'arrive plus à faire partie entre les molécules qui arrivent de l'extérieur et les molécules qui font partie de notre tissu. Ça s'appelle molecular mimicry. Ils sont trop pareils. Et donc, ils commencent à attaquer ce que vous mangez. Prenons l'exemple de gluten. Il y a la protéine qui s'appelle gliadine, qui s'y rentre et qui n'est pas bien digérée. Le corps attaque la gliadine, et le tissu de la thyroïde est très pareil de la séquence d'aminoacides de la gliadine. Et donc, chaque fois que vous mangez du gluten, il commence à attaquer votre thyroïde. Au début, c'est pas évident. Donc, on a des symptômes inflammatoires, et on a la tendance aujourd'hui à les discharge, donc à les mettre d'un côté, à ne pas les pensées qui sont importantes. On est toujours fatigué, on se réveille fatigué, on a du brouillard mental, on a des problèmes intestinaux, on n'arrive pas à se concentrer, on dort mal. Tout cela sont des symptômes inflammatoires.
Okay. qu'on devrait prendre sérieusement. Okay. Et aller régler, parce qu'on est censé vivre une vie pleine avec beaucoup d'énergie et pas tous ces symptômes. Donc aujourd'hui, on va dire, même des personnes qui sont a priori sains, on a tous plus ou moins des réactions inflammatoires qui sont là, mais peut-être minimes, mais qui petit à petit peuvent s'accumuler, devenir de plus en plus forts pour ensuite se manifester par des maladies chroniques. Et même de ce que je comprends, c'est que on peut avoir beaucoup plus tard des maladies auto-immunes. Moi, je pensais que c'était dès la naissance, on pouvait savoir si on... Pas du tout. Alors, avec ça vient... les maladies auto-immunes, en fait, pour parler en particulier de celles-là, et parce que je t'expliquais ces processus qui est typique. Après, il y a plein d'autres facteurs et d'autres conditions qui ne forcément n'impliquent pas l'intestin. Mais disons, pour une maladie auto-immune, par exemple, il faut avoir une certaine prédisposition génétique. Donc, une certaine familiarité avec l'auto-immunité. D'accord. Un environnement toxique, donc une exposition à un niveau élevé de toxines. Et il y a toujours un facteur déclencheur. Donc, il y a soit une infection virale, et on découvre de plus en plus que c'est effectivement le cas dans plein de maladies auto-immunes, qui en fait ils ont l'origine d'une infection virale. Et vous qui s'apprend tellement longtemps après pour se manifester sur un tissu, sur un organe, on ne fait plus les liens. Mais là, ça commençait, par exemple, avec le virus de la mononucléose. C'est très souvent le cas. Ou un grand stress, un trauma. Cela peut être aussi un facteur déclencheur. Donc, toutes ces choses doivent se mettre en place. Donc, c'est pas donné. Quelqu'un peut avoir des symptômes inflammatoires pendant une période de la vie parce qu'il vit un moment de stress, etc. Et après, les choses se mettent en place parce qu'il a des habitudes de vie saines. Et donc, ça va pas progresser. Mais tous ces signes inflammatoires peuvent être là vraiment des dizaines d'années avant. Avec des carences, avec des déséquilibres au niveau de la flore intestinale ou des déséquilibres au niveau des hormones, etc. Il y a des petites alarmes qui peuvent être en place des années à l'avance. Et après, indépendamment de ce qu'on fait avec, on peut l'éviter ou pas. Malheureusement, aujourd'hui, on est tellement sollicité à niveau d'infection que c'est pas facile. On a une couche après l'autre de sollicitations. C'est pour cela que ça devient de plus en plus important de faire attention à ce qu'on mange. Ouais, tout à fait. C'est de ça qu'on va parler principalement. De toute façon, c'est l'idée. Juste pour terminer avec tout ça, donc l'idéal, c'est a priori, c'est que tout le monde devrait être dans la prévention et faire peut-être de ce que tu dis, c'est des analyses ou en tout cas des choses un peu plus poussées. Pour voir s'il y a des choses qui vont pas au niveau de la flore intestinale et peut-être au niveau des carences aussi. S'écouter, et donc s'écouter vraiment, savoir ne pas mettre de côté certains symptômes qui ont dit comme normaux. Par exemple, moi, pendant des années, je pensais que ma fatigue était normale, mais c'était pas normal du tout. Et donc j'ai poussé mon corps jusqu'au bout parce que je me disais, mais oui, c'est parce que tu as des enfants et c'est normal. Non, c'est pas comme ça. Il faut, et moi, je me disais, c'est pas normal. Donc, écoutez-vous, quand quelque chose ne va pas, c'est parce que ça ne va pas. Et donc, là, c'est le moment pour le corriger. Ne pas attendre que ça se manifeste de façon ciblée. Parce que le processus inflammatoire peut être en place depuis des années et après finalement aller cibler un tissu, un organe, mais on peut éviter cela avec beaucoup des outils entre la nourriture. Donc autant faut être beaucoup dans l'écoute et la prévention, et parce que il faut partir du principe que une fois que la maladie se déclare, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux et contraignant de revenir dans un état potentiellement normal. Oui, parfois on a des dommages au niveau de l'organe qu'on peut pas corriger. Donc si on laisse la thyroïde par exemple, et c'est la pratique normale
de la médecine traditionnelle. Je dois encore trouver quelqu'un qui m'a dit qu'il était qu'il était donné des outils pour éviter de prendre des médicaments. On attend jusqu'à la thyroïde est complètement dysrégulée et après on donne des médicaments. Ouais. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avant. Donc, pour éviter de devoir être sous des hormones substitutives. Parfois, c'est vrai, et je pense qu'un des problèmes à la base est là, que toutes ces mesures qu'on peut mettre en place, c'est du travail, c'est des efforts, et c'est difficile, c'est long, ça coûte de l'argent, donc c'est pas facile. Et je pense que les médecins traditionnels ne veulent pas impliquer les patientes dans des schémas qui sont difficiles, mais les gens sont très prêts à prendre dans leurs mains leur santé. Par contre, je trouve la plupart du temps qu'ils sont prêts à faire des changements et des efforts. Pas tout le monde, malheureusement. Non. On est très habitué à ce mécanisme de dire « Ok, j'ai mal, je prends une pilule et c'est parti ». À la place d'aller voir pourquoi j'ai mal et qu'est-ce que je peux faire et mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour éviter que ça se dégénère. Mais voilà, je pense qu'un des problèmes, c'est ce qu'on ne fait pas ce type de travail, c'est parce que effectivement c'est difficile. C'est difficile et on n'est peut-être pas assez au niveau de l'éducation responsabilisé à prendre en charge sa propre santé. Ouais. C'est-à-dire on a tendance peut-être, je me trompe, mais à être passif et moins dans la proactivité et se dire je prends des choses, c'est facile et parce que c'est vrai, il faut pas se le cacher. On va en parler avec le régime, c'est que c'est des choses qui sont très contraignantes, ça prend du temps, on voit pas forcément toujours les efforts. C'est difficile surtout dans un environnement où on a tout de suite, où on a plein de plaisir, où tout est simple entre guillemets, et donc on n'est pas forcément prêt à être dedans parce qu'on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je vais y arriver et puis la médecine traditionnelle, je pense, n'encourage pas forcément à aller dedans. Voilà. Et puis l'environnement n'encourage pas forcément à aller dedans, donc finalement on se dit mais je suis impuissant, je sais pas ce qui se passe et c'est pour ça en fait l'idée pour revenir à ce podcast, c'est de donner des pistes aux personnes et c'est d'ouvrir le champ des possibles et se dire qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, qu'on peut être dans la prévention, qu'on peut faire des choses pour améliorer sa santé et qu'il ne faut pas être forcément dans la fatalité et que le plus important, c'est de se prendre en charge, pas attendre que les choses tombent dans le bec et plutôt aller soi-même pêcher et trouver les bonnes informations et expérimenter. Absolument, et c'est pour ça que je pense que c'est très, très important de faire ce travail de sensibilisation des gens parce que, au moins dans ma expérience, je trouve qu'il a une très grande résistance en fait à cela, à prendre sa vie en main, ça prend du travail, des efforts. C'est un travail d'une vie. Donc, il faut savoir que cela marche pour être motivé à le faire. C'est pour cela, moi, je passe la moitié de mes consultations à expliquer les choses. Vraiment dans les détails, parce que comme ça, l'autre comprend pourquoi. Je te demande de ne pas manger une liste interminable de choses. Si tu ne comprends pas pourquoi, tu ne peux pas le faire. Non, c'est ça. Il faut avoir une raison. Et après, mais si on comprend, alors on dit ok, voilà, effectivement, je peux faire cet effort. Et au bout de quelques semaines, ressentir les bienfaits. Alors là, on va comprendre finalement quel impact ces types de changements peuvent avoir sur notre santé. On ne le sait pas parce qu'on ne le fait pas. Tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne le voit pas, on n'y croit pas ou on veut pas y croire. Je peux pas te dire le nombre de gens qui sont étonnés et qui a au bout de la deuxième consultation, je dis waouh, je n'aurais jamais pensé que juste changer mon petit déjeuner m'aurait changé la façon dont je me sens. Oui. Ça veut dire on peut plus boire de jus d'orange, de pain et de beurre le matin, mince. Tu veux les mauvaises nouvelles, je te les... Restez avec nous, vous inquiétez pas, c'est provisoire. Ok, écoute, c'est super intéressant tout ce qu'on vient d'aborder, tout ce que tu viens de dire.
on va pouvoir du coup plonger dans ce que tu as dit. La première chose qui est à notre portée pour améliorer notre santé, donc c'est l'alimentation. Et toi, tu es spécialiste du protocole AIP, donc auto-immune protocole, oui. Qui est un régime très particulier. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, expliquer globalement ce que c'est, et après on va rentrer plus ou moins dans les détails, et peut-être raconter aussi ton histoire, si tu as envie, de comment t'es arrivé jusque-là. Oui, alors je démarre avec ça parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais. J'ai toujours souffert de plusieurs problèmes à niveau intestinal dès que j'ai mémoire, mais disons j'ai eu une crise à niveau de santé plutôt importante il y a 10 ans quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et là j'étais vraiment mon corps avait complètement lâché, je ne fonctionnais plus. J'allais très mal, mais j'allais chez les médecins, et les médecins me disaient que tout allait bien, que tout était dans la norme, et que je n'avais rien, et que tout était dans ma tête, disons. C'est vrai que j'avais beaucoup de symptômes neurologiques, dont je ne dormais plus, et donc beaucoup de ces symptômes étaient tellement bizarres qui aussi ça n'a pas aidé. Donc quand on va chez les médecins, il y en a une liste de symptômes qui ouf, on se sent déjà un peu fou quoi. Donc n'avait pas aidé, mais j'allais des médecins à médecins, et la seule chose que j'ai recevée c'était des médicaments. Et donc j'avais des somnifères, de benzodiazépines, des antibiotiques, des cortisons, parce que à ce moment-là, j'avais développé aussi des infections. Et j'allais de pire en pire. Et finalement, j'avais aussi des antipsychotiques. Donc, j'étais, voilà. Au ras des pâquerettes. Donc, ce que tu veux dire, c'est que petit à petit, ton état s'est dégradé. Oui. Et sans savoir vraiment ce que tu avais, c'est-à-dire que tu avais un ensemble de symptômes, tu dormais pas, t'étais pas très bien, t'avais tout un tas de symptômes, et donc t'allais de médecin en médecin, et sans qu'on puisse mettre un nom sur ça, sans qu'on puisse te dire ce que c'est. Et pour moi, c'était très étonnant, parce que alors moi je ne fonctionnais pas, je ne pouvais pas faire les escaliers, je ne pouvais pas tenir mes enfants dans mes bras. Mais il me disait que j'avais rien. Donc, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment c'est possible que je ne fonctionne pas? Je suis en souffrance tout le jour et je n'ai rien. Ça me semble pas possible. Et donc, j'ai continué à chercher des réponses ailleurs, et je fais tous les examens traditionnels, électroencéphalogramme, colonoscopie, gastroscopie, tous les examens qui regardent à la surface, mais voilà, pas l'univers qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, j'allais de pire en pire. Donc aussi, tous les médicaments qui m'étaient donnés pour couper les symptômes ne faisaient qu'ajouter un taux de toxines dans mon système. Et c'était ça, à la fin, le problème. Et trouvais rien dans tes examens? Zéro. Rien du tout. Chaque semaine, j'allais à les urgences une fois par semaine, toute seule. J'ai fait des examens hyper complets. Je suis allée à tout type de spécialistes. Il n'y avait absolument rien qu'ils voyaient. Mais c'est qu'ils voyaient, avec leur connaissance. On ne voit pas qu'il n'y a pas. Donc moi, je continuais. Elle me disait, vous devez accepter la situation comme c'est, apprendre à vivre avec. Merci. C'est pas vraiment dit. Hein? Et donc j'ai continué à chercher mes réponses sur Internet. Merci World Wide Web. Donc là, je faisais des comparaisons de mes symptômes avec des maladies, et je voyais que ça pouvait correspondre soit à des maladies auto-immunes plutôt graves, type la sclérose en plaques, ou la maladie de Lyme. Donc il y avait plusieurs choses qui sortaient pour moi, et j'ai trouvé cet régime, le protocole auto-immune, qui apparemment dans les États-Unis à ce moment-là devenait de plus en plus populaire pour des maladies auto-immunes. Et vu que beaucoup de mes symptômes
été dans ce cadre et j'étais complètement désespérée, je ne savais plus quoi faire. J'ai décidé de l'essayer. Et donc, je l'ai mise en place toute seule, chose que je ne conseille pas à tout le monde parce que c'est pas facile et on peut faire des erreurs plutôt importantes. Mais ce qui après était évident, c'est qu'après 2-3 semaines de régime, la moitié de mes symptômes étaient, moins 70% moins. C'était étonnant. Donc, j'avais une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois, voire des années. Donc, tout avait changé de façon incroyable. Au point que j'étais vraiment euphorique, que je ne savais pas quoi penser. Je disais, waouh! Tu avais découvert la pilule magique, quoi. Oui. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, dès là, l'impact qui est là-haut. Après, le parcours était beaucoup plus long et plus compliqué. Je vous cache pas que c'est pas du tout linéaire, disons. Surtout quand on vient de loin, comme c'était mon cas. Mais j'ai commencé vraiment à avoir autre état de santé, petit à petit. Donc, on parle à la fois, mais vraiment, c'était une différence énorme. Et donc, dès là, j'ai voulu vraiment comprendre comment c'est possible que ce que je mange fasse une différence énorme à ce point. Pourquoi? C'est quoi? Et donc, je suis allée entamer les études de nutrithérapie justement pour comprendre tous les mécanismes avec lesquels les minéraux, les micronutriments réagissent dans notre corps. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Et aussi pour prévenir pour mes enfants, vous que je lui donne mon code génétique et ma prédisposition, je dis il faut que je trouve des outils aussi pour eux pour faire face à cela si jamais ils ont hérédité comme ils ont ma flore intestinale par exemple, donc qu'ils puissent gérer cet état. Et donc les régimes lui-même, pour entrer plus dans les détails de les régimes, est plutôt simple dans le sens qui est basé sur ce concept d'hyperperméabilité intestinale qu'on a vu avant. On élimine tout pendant une phase d'élimination qui dure entre 4 et 6 semaines, donc ça dépend de l'état de la personne. On élimine tous les aliments qui peuvent déclencher une réaction de le système immunitaire lorsqu'ils traversent la paroi de l'intestin. Donc, on prend pas des risques, on enlève tout. Donc, on se retrouve avec une feuille de salade pendant 4 semaines. À la base, oui, c'est très restrictif en fait. Donc, on reste, c'est plus facile de dire ce qu'avec on reste avec, que c'est des protéines animaux de qualité et des légumes de qualité. Mais on élimine vraiment tous les céréales, par exemple, les oléagineux, les œufs, pendant 4 semaines. Hein. Donc, donc ça, c'est la phase d'élimination. C'est la phase d'élimination, oui. Ou donc on mange que, on va rentrer un peu plus en détail après peut-être, mais en tout cas on mange que des légumes de haute qualité ou de la viande de haute qualité. Beaucoup de protéines de bonne qualité parce que alors on regarde aux aliments qu'on élimine parce qu'ils sont des aliments inflammatoires ou qu'ils ont un potentiel de déclencher une réaction immunitaire. Mais on regarde beaucoup à la microdensité nutritionnelle, donc au fait que ce qu'on mange nous permet de se réparer à niveau cellulaire. Donc, les protéines sont très importantes, de bonne qualité et beaucoup. Donc, on mange beaucoup de protéines animaux et beaucoup de légumes racines et de légumes verts pendant ces 4-6 semaines. On laisse le temps, ça c'est le temps organique que le système immunitaire inné nécessite pour cesser en réaction vis-à-vis d'un antigène spécifique. Donc, c'est le temps dont on a besoin. Hein. Après ces moments-là, si les symptômes si on a un plateau clair, donc ce qu'on a besoin, c'est d'être dans un état un peu moins inflammatoire pour pouvoir reconnaître les réactions de notre corps lorsqu'on mange certains aliments, si on a des réactions. Parce que si on est encore trop inflammé, c'est comme s'il y avait trop de bruit, on reconnaît rien. Il faut faire un certain degré de silence pour arriver à reconnaître les réactions de notre corps.
Et après cette 5-6 semaines, on réintroduit un groupe d'aliments à la fois, un aliment à la fois, et on observe. Donc, il y a toute une procédure de réintroduction plutôt stricte, disons, qui on suive pour être certaine que cet aliment ne produit pas une réaction inflammatoire. Et donc, au bout d'un moment, on laisse de côté ceux qui encore nous provoquent une réaction et on réintroduit dans notre régime ce qui passe. Et à la fin de ces processus d'investigation, disons, et on fait confiance au corps. Donc, on écoute les symptômes. Il y a rien de plus précis que cela, en fait. Il n'y a pas des examens, des prises de sang qui peuvent nous dire l'aliment qui va. Non, c'est vraiment... C'est un ressenti personnel. Oui. Et après, donc, au bout de tous ces processus, on aura un régime qui nous permet de gérer la maladie auto-immune. Donc, l'hyperperméabilité intestinale, c'est ce qui maintient la sollicitation du système immunitaire. C'est pas l'origine même, mais ce qui permet cette hypersollicitation. Donc, si on diminue cette sollicitation à travers la paroi intestinale, alors le système immunitaire se calme jusqu'au point qu'il arrête d'attaquer nos organes aussi. Cela s'appelle rémission. Donc, on guérit pas, disons, la maladie auto-immune même, mais on amène le système immunitaire dans un état de rémission. Bon, on met la maladie auto-immune en rémission. Sous silence. Oui. Ok. Cela, c'est le bout. Donc, c'est opposé, disons, à l'approche de la médecine traditionnelle qui nous donne des immunosuppresseurs. Même tous les derniers approches et traitements à niveau des maladies auto-immunes, les thérapies monoclonales, c'est qu'ils vont supprimer une partie du système immunitaire quand même. Et l'immunosuppresseur, c'est pour supprimer justement un peu le système immunitaire pour pas qu'il y ait d'attaque contre... Exactement. Okay. Mais là, on arrive à le faire grâce à ceux qui en mangent. Ok, donc si je comprends bien, il y a deux phases. Il y a la phase d'élimination qui va durer entre 4 à 6 semaines où ça va être très restrictif pour justement laisser, pour mettre peut-être à zéro le système immunitaire. Et après, il y a une phase de réintroduction. On va réintroduire un groupe d'aliments par groupe d'aliments et observer et voir ce qui se passe. Si ce groupe d'aliments ça provoque rien, on peut l'intégrer. Si ça provoque quelque chose, on revient au point d'avant et on teste un autre groupe d'aliments. C'est ça? Parfait. C'est exactement ça. Et ça dure combien de temps, ce réintroduction? Ça peut durer... Pour chacun, c'est différent. Donc, ça peut durer des années. Ah oui, des années? Ben oui. Ah ouais? Malheureusement, oui. Si je prends mon cas, par exemple, j'étais capable de réintroduire certains aliments qu'après des années de travail. Ah, tu veux dire, c'est que, par exemple, je dis un truc au hasard, hein, les choux-fleurs, ça passe pas cette première semaine, mais peut-être que dans un an, je vais pouvoir remanger des choux-fleurs. Exactement, c'est ça. Ah, ok. Donc, ou remanger des pizzas. Ou... Les pizzas, on espère, mais c'est toujours difficile. En plus, t'es italienne. Comment tu fais pour pas manger des pâtes Dès où je suis partie, c'était... C'est pour ça que t'es partie en Belgique, en fait, parce que l'environnement, il était trop tentant. Et... Exactement. Je te cache pas qu'au début, c'était traumatique. Je viens de régime de pasta et pizza, donc... Mais je ne mange pas de gluten depuis 10 ans. Mais ça me coûte absolument rien parce que je sais ce qui me provoque. Chaque fois que je mange du gluten, je suis tellement malade que ça vaut pas la peine pour moi. Et est-ce que c'est possible, peut-être qu'au bout de 5-10 ans, que tu puisses remanger du gluten? Oui, alors il y a certaines patients qui sont capables de faire cela. Heureusement, je suis très content pour eux. Mais en tout cas, le gluten, je n'aime pas trop en général. C'est pas un aliment qu'on devrait manger tous les jours, en tout cas. Donc, allez, quand on y a la pizza avec la mozzarella di bufala, etc. Oui, faites votre écart. Mais dans la quotidienneté, il a 5 façons différentes de percer la paroi de l'intestin. Donc, il provoque la perméabilité intestinale. Donc, s'il y a déjà un état inflammatoire, c'est vraiment pas une bonne idée de le manger régulièrement.
D'accord, ok. Ok, donc on réintroduit. Donc ce que tu dis, c'est que finalement, ça permet pas de guérir la maladie, elle est toujours présente, mais ça permet de la calmer. Oui, alors ça dépend de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on veut dire par guérir? avec guérison, Ah tu oui, vois, ouais. c'est l'absence des symptômes et l'absence de d'attaque sur l'organe même. Donc c'est déjà énorme. Hein. J'ai des patients un jeune homme de 30 ans qui a mis en rémission une sarcoïdose au corps en 3 mois. Donc, les systèmes immunitaires n'attaquent plus les tissus. Cela ne va pas dire, alors ça c'est très important, que vous êtes à l'abri d'une crise, disons, en anglais on les appelle flares auto-immune. Donc, quand le système immunitaire a une tendance à l'hyperactivité, cette tendance reste. Donc, si vous avez beaucoup de sollicitations, le système immunitaire fait son travail. Donc, s'il y a après autre couche de sollicitations telles que les infections virales ou bactériennes, il y aura une réactivation probablement. Et même avec les régimes, on ne peut pas faire grand-chose. Hein? Donc, on peut pas faire grand-chose. On sort de la crise beaucoup plus vite et on ne met pas autre couche inflammatoire dessous. Okay. Je ne sais pas si je me suis expliqué avec cela. Je veux dire. C'est en gros, ce que tu dis, c'est que selon son degré de maladie, peut-être, c'est que si on se remet à manger des choses normales, bah ça peut se réactiver très vite et pas potentiellement. Enfin. Ça peut se réactiver très vite et être dans un état où on n'est vraiment pas bien jusqu'à reprendre le régime normal. Je parlais d'une flare, d'une crise indépendante de les régimes. Disons, si même on reste avec les régimes, un régime on trouve, disons qu'à la fin de la phase d'élimination, on peut réintroduire les oléagineux et les œufs. Et alors, on est sur un régime paléo. Pour moi, c'est un régime anti-inflammatoire très bon, hein, disons. On est là de base, mais on attrape un virus. On peut avoir une crise, donc le système immunitaire peut se réactiver et recommencer à attaquer l'organe en question, mais on se sortira dès qu'on a évité le virus de notre système. Ah oui, d'accord, ok. Ça veut dire qu'on se met un peu plus ou moins en pause et dès que ce virus il est parti, on peut reprendre notre régime. C'est-à-dire que ça n'empêche, ça n'élimine pas, ça ne garantit pas l'absence de symptômes ou d'auto-immunité pour toujours. Ça la gère et donc ça permet, dans des conditions normaux, d'être dans un état d'absence d'attaque. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent provoquer des attaques lors de la nourriture, hors de la nourriture. Ok. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, de pas sauter à la conclusion, on dirait que c'est magique et que ça va permettre de guérir, ça peut apporter des bienfaits, mais c'est quand même, on est quand même dans un état on va dire de surveillance continue finalement. C'est-à-dire on peut pas se dire un jour, bon bah ça y est, je suis libre. Et je peux refaire comme... Non, c'est pas juste non plus cela. Alors, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs. J'essaie de mentionner certaines. Si par exemple, on reste sur le protocole auto-immune, une certaine période, la plupart du temps, les résultats les mieux sont à 9 mois des régimes. C'est les pics où là, il y a vraiment... Quand tu dis 9 mois, c'est donc les 4-6 semaines d'élimination et après, c'est l'observation, la réintroduction. Exactement. Donc, disons qu'il y a 9 mois, on mange déjà certains oléagineux ou les jaunes d'œufs. Et là, on est dans un état de calme à niveau des systèmes immunitaires. On est en rémission. On peut laisser tomber certains médicaments peut-être certains pas. Donc, ça dépend, c'est très personnel. Hein. C'est une façon de gestir, donc de gérer la maladie. Et après,
ce que je voulais dire au début, tu m'avais demandé de parler. Oui, et après, être libre. Okay, alors, et après, au bout de 7-9 mois, on commence à travailler sur la qualité de la flore et la paroi de l'intestin. D'accord? Okay. Donc, pour réparer la paroi de l'intestin, il faut avoir un flore saine. Et normalement, quand on a ce type de problèmes inflammatoires, ce n'est pas le cas. Donc, on travaille sur la qualité de la flore, et que la chose la plus importante qu'on peut faire au niveau de flore, c'est ce qu'on mange, parce que on donne à manger aux bonnes bactéries, on donne pas à manger aux mauvaises bactéries, la flore change. Donc déjà, on va vers cette direction-là. À ce moment-là, quand on n'aura pas un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, on travaille, je commence à travailler sur la paroi intestinale depuis le début, en tout cas, sur la qualité de la muquose. Alors là, il y a plusieurs moyennes. Il y a des compléments qui aident à réparer la muquose. Il y a certaines bactéries, telles que la Akkermansia mucinifila, qui répare la muquose de l'intestin. Donc, il y a plein des astuces à mettre en place pour réparer le plus possible la paroi intestinale. Il faut dire qu'aujourd'hui, les sollicitations, comme je vous ai dit au tout début, qui causent l'hyperperméabilité intestinale sont beaucoup. Donc, que ça soit seulement les ondes électromagnétiques, c'est là, malheureusement, voilà, il a un effet. Et donc, ça dépend de la personne, de la capacité de réparer. C'est les jeunes, c'est les pas jeunes. Donc, et de se réparer à niveau cellulaire, arriver à une étape où il peut vraiment vivre en vie normale, où il devra parfois aller à l'arrière et back to square one, que c'est normalement, c'est jamais linéaire. Donc, c'est jamais, on apprend, on sort avec un régime personnalisé spécifique, et on peut, voilà, dévier de la base tant qu'on peut, et quand on aura une crise, on peut les remettre en place, et revenir un peu à l'arrière pour permettre au système immunitaire de se calmer vite. C'est revenir pour mieux avancer après finalement. Et ce que tu dis, c'est du coup, c'est que c'est intéressant. C'est finalement quand je disais, peut-être on parlait de guérison, c'est que il y a quand même une étape où on va s'occuper de reconstituer la perméabilité de l'intestin. Et donc, j'imagine qu'une fois que la perméabilité, elle revient, bah, finalement, on est réparé, entre guillemets. Enfin, je veux dire, tout repasse normalement, tout fonctionne comme avant. Si on arrive là-bas, oui. Si on arrive là-bas, ça, c'est le résultat le mieux. Je ne te cache pas que c'est difficile, arriver à cet état, mais c'est possible, oui. Si on répare au mieux, là, on aura moins de sollicitations. On doit toujours voir qu'est-ce qu'il y a à l'origine. Donc, s'il y a un problème au niveau des digestions, donc on manque des pH, par exemple, au niveau de l'estomac, et donc les choses ne sont pas bien digérées, c'est pour cela que la flore était en mauvais état. Il faut qu'on corrige cela aussi. Donc, ça dépend de où l'origine des choses est. Si on arrive tout prendre en charge et tout bien travailler, la possibilité, c'est on vit une absence de symptômes. Donc, dire que la maladie est guérie ou pas, voilà, c'est pas le bout. Disons, le bout, c'est d'arriver vraiment à un état pas inflammatoire, donc d'absence d'inflammation le plus possible. Ok, il faut faire une grosse enquête. Finalement, c'est un vrai travail d'enquête et de recherche et sur du long terme. Oui. Bien plus que sur en one shot. Tu m'as dit qu'on pouvait, je sais plus si on pouvait mesurer la qualité de la paroi intestinale. Enfin il y a certaines tests aujourd'hui qui peuvent nous donner une idée de la perméabilité, de le niveau de perméabilité, mais je ne fais pas trop confiance aux tests même, parce que chacun est vraiment différent. Donc, il y a la zonuline dans les sangs, il y a les lipopolysaccharides, donc il y a des valeurs qu'on peut voir si sont hors de normes.
aussi des examens à niveau de sel ou de breath test, le test respiratoire aussi peut nous dire si le méthylacétate est bas, il y a une certaine hyperperméabilité. Il y a plein de choses qui peuvent dire c'est là, mais moi j'ai la tendance à me baser sur les symptômes. Oui. Ce que je disais, pas pour rebondir à ce que tu dis, j'ai eu un épisode avec Julien, on parlait du microbiote. Oui. C'était au niveau du pianto, c'était un complément alimentaire, et il disait justement qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de recherches, mais que c'était encore très compliqué d'avoir des tests qui soient efficaces et objectifs. Ouais. Parce que chacun avait ses marqueurs, chacun avait ses façons de faire, et que finalement on pouvait se retrouver avec plein de résultats et qui pouvaient peut-être dire tout et son contraire. Donc, mais c'est tellement compliqué, c'est vrai, et il faut l'aborder vraiment avec un certain degré de respect et d'humilité, parce que on connaît qu'en fraction, et certaines on commence à voir. Donc il y a un univers. Donc cette microbiote, il synthétise des vitamines pour nous, il absorbe des minéraux, il produit des acides gras à chaîne courte, il va déterminer la santé de notre système immunitaire qui est au 70-80% dans notre intestin. Ouais, il a des rôles. Il détermine comment nous allons stocker les calories, donc notre poids. Elle a une importance énorme, mais on découvre aussi que ça interaction est d'une complexité magnifique. Incroyable. Donc, qu'il y a une certaine bactérie, trop c'est mauvais, trop c'est mauvais aussi. Donc, c'est toute une question d'un équilibre entre eux. C'est vraiment un univers en synergie on commence à comprendre, mais que ça sera très difficile de pouvoir contrôler complètement. Et moi, j'en suis content. Ouais, non, bien sûr, parce qu'après, on peut arriver à des dérives. Mais c'est vrai que c'est à la fois, c'est fascinant, et en même temps, ça apporte une certaine, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, c'est pas le bon mot, mais une certaine peur de se dire, finalement, est-ce qu'on peut arriver à être dans une santé optimale, où on peut arriver plus ou moins à tout contrôler et se sentir bien, parce qu'on est vraiment dans dans ce qu'il faut être, tu vois. C'est difficile. À moins peut-être de s'isoler dans une forêt, de manger des trucs frais. Tout est différent. Donc, si on regarde au niveau des bactéries, par exemple, vraiment, c'est un équilibre très, très délicat. On peut, tu vois, parfois, on commence dans certains régimes, donc on change la flore, mais après, on la change trop dans la mauvaise direction. Donc, on cause un manque de diversité, donc on fait un dommage de l'autre côté. C'est très délicat et très compliqué, et je trouve qu'il faut trouver les bonnes moyennes sans trop se casser la tête, donc d'essayer d'avoir un style de vie sain, pas inflammatoire, d'être bien dans ses émotions, dans sa tête, et que le corps normalement suive bien. Là, on est de plus en plus sollicité. On ne peut pas nier cela. Donc, la santé optimale, voilà, c'est difficile aujourd'hui. Bye bye la santé optimale. Non, il faut se sentir en santé optimale. À niveau physiologique, on a pas mal de défis aujourd'hui. Il ne faut pas se le cacher. Mais voilà, comment on va gérer tout cela au mieux? Là, faire au mieux avec ce qu'on a. Oui. C'est ça. Faire au mieux avec ce qu'on a. Ok, c'est très clair. Donc, par rapport à ce régime, est-ce qu'on, du coup, il peut avoir des carences, non? J'imagine. Alors, si on tient long terme des régimes restrictifs, il peut avoir des soucis. Dans le cas des protocoles auto-immunes, pas forcément des carences, parce qu'on mange des aliments qui sont très riches en micronutriments. Donc, on élimine des aliments qui sont pauvres en densité nutritionnelle, et on introduit des aliments qui sont très denses à niveau nutritionnel. Donc, c'est là, les carences, c'est difficile, mais comme je te disais, au niveau de flore, il faut faire attention, par exemple. Si on reste trop longtemps avec, sans beaucoup de
des fibres, certains types de carbohydrates, on peut changer la qualité de la flore d'un côté qu'on ne veut pas. Donc, c'est très important d'arriver à terminer les phases des réintroductions aussi. Donc, il faut jamais s'abandonner et dire ok, bon, je suis bien comme ça, je ne risque pas. Il faut continuer à réessayer de réintroduire les aliments le plus possible pour avoir la plus variété possible des aliments qui va garantir une variété au niveau de la flore intestinale qui va garantir notre santé. Voilà. C'est intéressant. D'où l'importance aussi de ce que tu disais, de se faire accompagner aussi, parce que tout ça, oui, parce qu'on a la tendance, et je le vois sur d'autres types de régimes, donc on a la tendance à se sentir bien au début et donc dire wouhou, ça y est, j'ai les régimes de ma vie. Et après, on reste sur un régime restrictif très longtemps. C'est le cas de régime FODMAP, par exemple. Ça fait des dommages. FODMAP, je connais. C'est un régime pour la dysbiose à niveau de l'intestin grêle, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO, qui voilà, on lit, on met en place et après, on va provoquer des carences au niveau de la flore du côlon. Donc, tout régime trop restrictif, trop longtemps, ne sont pas bons. Et aussi, au niveau de jeûne intermittent, par exemple, on ressent des bienfaits tout de suite. Mais après, les femmes, surtout, ils ont la tendance à rester très longtemps et faire tous les jours cet régime, tous les jours de mois, lorsque c'est pas vraiment l'idéal. À niveau des thyroïdes, on arrive à des extrêmes qui font d'autres types de dommages, disons. Donc, c'est très important de ne pas rester sur une phase d'élimination, disons, trop longtemps, d'essayer tout le temps d'élargir la qualité de ce qu'on mange, la variété. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pensais qu'on pouvait justement rester avec... finalement, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous va bien, rester avec ça et finalement être dans la restriction, on se sent bien et finalement ça devient quelque chose de normal. Mais visiblement non, et qu'on a besoin en fait de toute une palette d'aliments. Oui, et en général, dans la restriction, on a cette tendance à se sentir bien dans la restriction et par exemple, on fait des dommages à niveau métabolique, à niveau de tous les hormones qui régulent les poids, par exemple. On commence à donner un signal au cœur qui en est en survie. On reste dans cet état de survie, on fait des dégâts énormes sur tout autre système. Donc, ça devient un stress. Et très, très, très souvent, je vois des personnes qui se retrouvent après des années des régimes très restrictifs avec des déséquilibres qui sont beaucoup plus difficiles à corriger après, parce qu'on a la tendance à exagérer, quand on se sent bien, on dit et au bout d'un moment on se sent plus bien, mais on fait pas les liens qu'on a exagérés. Ok. J'ai une question super importante, Michaela. Est-ce que du coup, régime sans pizza et pâtes, ça peut provoquer des choses importantes pour toi? À niveau mental, beaucoup. À niveau de je suis parti voir un psychologue. Moi, je dis tout le temps, si je pouvais, je mangerais de la pizza, moi, quand je suis en Italie. Je ne suis pas... Ouais. Je suis pour nous faire du bien sur tous les niveaux. Et les plaisirs qui ça vient de la nourriture, c'est très important. Donc, il faudrait jamais se priver de cela complètement. Donc, ça dépend. Voilà, moi, malheureusement, je suis un cas où je n'ai pas encore cette possibilité, mais je dis toujours à mes enfants, un jour, je vais manger un pizza. Ouais. L'objectif. Oui, ouais. Donc, c'est comme le sucre aussi, j'imagine, dans ce régime, c'est pas de sucre, parce que c'est inflammatoire. Pas de sucre rapide. Le sucre, c'est important aussi. De bons sucres sont très importants. Ouais, donc des fruits. Voilà, les légumes racines sont très importants. On a cette tendance à démoniser les sucres, on mange pas les sucres, après, c'est lourd sur le métabolisme. On va
la thyroïde ne fonctionne pas bien s'il n'a pas. S'il n'y a pas de sucre. Ouais, il a besoin d'insuline pour transformer la T4 en T3, par exemple. Ok, d'accord. Et donc, autre erreur qu'on fait, c'est aller trop bas avec les sucres, on n'est plus à manger. Et là, on commence à faire des dommages de l'autre côté. Ah ouais, c'est intéressant. C'est toute une question de bon équilibre, en fait. Donc, on peut manger des sucres, qui viennent de fruits et de légumes, et éviter tout ce qui est industriel et les choses transformées. C'est là, voilà, c'est la qualité et le type de sucre qu'on mange. Donc, le sucre rapide, tout ce qui est blanc, farine blanc, sucre blanc, c'est jamais une bonne idée. Mais les sucres lents qui avec les carbohydrates amènent des micronutriments, ceux-là sont très importantes. Ok. Faut pas s'en passer. Ok, c'est clair. Très bien. Est-ce que toi, du coup, tu fais toujours, t'es en mode réintroduction en ce moment, du coup, j'imagine, toujours. Oui. Ouais. Donc, j'imagine, avant, après, il est quand même flagrant. Enfin, par rapport à ce que tu étais avant, maintenant, tu arrives plutôt bien à vivre. Oui. Voilà. Oui. Ça dépend parce que les défis deviennent de plus en plus. Donc, c'est vrai que mon équilibre, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. L'ascenseur émotionnel. Et est-ce que dans les patients, du coup, dans les patients que tu accompagnes, est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont réussi à s'en sortir, je sais pas, peut-être avec quel type de pathologie ça fonctionne très bien, et des exemples de personnes que tu accompagnes qui ont... Oui, alors avec le protocole auto-immune, tu dis en général, j'en ai plein. Je mentionnais Bastien, qui m'écoute, qui a 30 ans, il a mis en rémission en sarcoïdose au cœur. J'ai Yves, qui souffrait de la maladie de Crohn et qui maintenant elle va très bien. Okay. J'ai plein de patientes avec Hashimoto qui sont arrivées de mettre en rémission. Donc, il y a vraiment, j'ai beaucoup de gens qui ont eu des énormes résultats au niveau d'auto-immunité. Est-ce qu'au contraire, il y a des gens où ça fonctionne pas? Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a des gens qui trouvent très difficile d'arriver à leur propre équilibre, et que donc l'effet que le régime est restrictif au début, c'est trop lourd et ça cause un stress, et donc ça rentre dans l'apport à l'arrière, donc ça vaut pas la peine. Parfois, c'est mieux trouver un compromis, et donc par exemple aller dans un régime paléo, et si c'est nécessaire, je fais comme ça, pour ne pas aller trop loin dans la restriction et que les gens se sentent frustrés, qu'après n'arrivent pas à suivre. Donc oui, j'ai beaucoup de patientes aussi qui n'arrivent pas à mettre en place parce que c'est très contraignant au début. Ouais. Normalement, ça ne dure pas longtemps, la phase contraignante. Les gens qui vont les pires sont ceux qui sont plus prêts à faire des efforts, clairement. Donc et ça lui arrive moins difficile. Les gens qui ont moins de manifestations symptomatiques ou moins graves, ça devient plus difficile d'arriver jusque-là. Et alors, parfois, on trouve des compromis vivables. Oui. Et puis, tu parlais du stress. J'imagine qu'en plus de ça, on peut intégrer des exercices de respiration, de méditation, faire du sport. Super important. Tout ça pour aussi réguler l'aspect stress, en l'occurrence. Super important. Je trouve que là, vraiment, je ne sais pas te donner un pourcentage, mais je trouve que le stress prolongé, c'est à l'origine de beaucoup de dysfonctions que je vois, à niveau de hormonal, à niveau d'appareil digestif, de flore intestinale. L'origine, c'est le fait qu'on est tout le temps dans un état de fight or flight, donc dans un état de survie. Et on n'arrive pas dans l'autre état parasympathique, rest and digest, où on peut digérer, par exemple, et dormir. Et quand on tient ce type d'état trop longtemps, alors il a des répercussions très fortes sur le système digestif en particulier. Je le vois très, très souvent. Donc,
c'est hyper important de travailler sur le stress. Sur le stress, ouais. Ok, ouais. Donc le stress, ouais, c'est le mot actuel où tout le monde est stressé, ou même des fois on est tellement stressé mais on s'en rend pas compte parce que c'est devenu normal. C'est ça. J'ai plein de gens qui me disent oui, mais je dors pas. Oui, mais c'est normal. Ou non, c'est pas normal. Ouais. Mais... Ok, ça marche. Tu parlais d'autres régime paléo. J'avais une question. C'est quoi les différences? Parce qu'il y a tellement de régimes. Finalement, j'en sais rien. Je pense au régime cétogène aussi qui doit te parler. T'as le régime paléo, t'as le régime du coup que je découvre AIP, auto-immune. Peut-être tu vas avoir le régime, j'en sais rien, feuille de salade. Enfin, bref, il y a plein de régimes. Et qu'est-ce qui va alors on va vanter les mérites. Par exemple, là, le dernier que j'ai pris connaissance, c'est le régime cétogène, ou même paléo que je connais un peu moins. J'aimerais bien d'ailleurs en parler, mais pas dans cet épisode, mais dans peut-être un autre épisode. Mais voilà, finalement. Pourquoi l'auto-immune et pourquoi pas le régime cétogène ou paléo? Le cétogène est différent de le paléo. Avec le cétogène, on va vraiment très bas avec les glucides, les carbohydrates, donc c'est vraiment 20 grammes par jour au moins, donc c'est vraiment très bas en carbohydrates. Lorsque le paléo n'est pas comme ça, donc les deux sont des régimes qui sont riches en protéines et graisses de bonne qualité, sans doute. Mais le paléo, la différence, c'est qu'on ne va pas en keto, on reste avec, on apporte des carbohydrates bonnes, plutôt les cas parfois nécessitent pas mal, 25% de calories qui arrivent des carbohydrates dans la norme, donc n'élimine pas les glucides et les régimes cétogènes va par contre très très bas avec les glucides. Ce qui, comme je t'ai dit, à niveau des kétogènes, elle est très intéressante dans certains cas et certaines maladies spécifiques, type les dysfonctions hormonaux, ça marche très bien quand on a de l'hyperestrogénie. Mais quand on arrive à le maintenir trop longtemps, ça peut avoir des effets négatifs à niveau des flores intestinales et au niveau des hormones même. Donc, oui. D'accord. Oui, parce que le corps, surtout le corps de la femme, a vraiment besoin d'insuline pour marcher. L'insuline, il faut la produire. Donc, il y a plein des enzymes qui transforment les hormones qui sont insulinodépendantes. Donc, l'insuline est importante, mais il faut la produire de façon équilibrée. Donc, il y a plein de dysfonctions qui sont liées à la production d'insuline qui n'est pas bien régulée. Donc, c'est là, c'est la côté mauvaise d'un régime kétogène sur le long terme. Les paléo est la porte d'entrée pour les protocoles auto-immunes. Donc, il est un régime anti-inflammatoire. Il ne prévoit pas des céréales. Donc, il est très riche en protéines animaux et graisses de bonne qualité, un peu comme le kétogène, mais n'élimine pas les carbohydrates, au contraire. Donc, il met l'accent sur des carbohydrates de bonne qualité, tels que les fruits et les légumes racines surtout. Donc, pas la pomme de terre, parce que là, c'est autre question. Parfois, il faut l'éliminer, parce que ça fait partie d'une famille de légumes qui s'appelle Solinacées, qui peuvent provoquer des réactions au niveau des systèmes immunitaires, mais on les réintroduit aussi. Ça dépend. Donc, le paléo, parfois, on les laisse, parfois, on les laisse pas. Et par rapport au protocole auto-immune, il prévoit les oléagineux et les œufs, qui ont un intérêt très grand à niveau nutritionnel. Donc, c'est un régime très complet, anti-inflammatoire, je trouve, pour moi. C'est la base pour tout... c'est la porte d'entrée, en fait, pour tout type de maladies inflammatoires. Un régime paléo, c'est les bons compromis, normalement. Une bonne porte d'entrée, qu'après, on peut un peu changer selon la condition spécifique, mais je le trouve adapté à la plupart des problèmes de santé
aujourd'hui. Mais encore une fois, pas toute une vie, quoi. Juste pendant une période. Les paléos, on pourrait, si bien fait, c'est là, on pourrait vraiment le faire pendant toute une vie. Ah, d'accord. Mais peut-être avec quelques modifications. Par exemple, on laisse un peu des riz blancs, que normalement, ce n'est pas inclus, pour s'assurer que les protéines, que les carbohydrates sont suffisants. Donc, voilà. Ça dépend. C'est là on peut. C'est un régime très sain et très très riche en micronutriments. Donc les défis, c'est toujours trouver le bon équilibre dans ce qu'on mange tous les jours. Ça peut dégrader notre biologie ou l'améliorer. Donc ce que nous donnent les micronutriments pour réparer notre corps. Oui. C'est là, c'est un régime très riche en micronutriments qui font ça. Ok, super intéressant. Donc, arriver à trouver le bon équilibre, c'est pas évident, mais le régime paléo, je creuserai un jour. Je serais curieux, on pourra peut-être en discuter. Avec plaisir, oui. Je le conseille à tout le monde, en fait, comme régime. Ok, donc si on devait commencer finalement par un régime, ce serait le régime paléo, quoi. Sauf si on a des cas particuliers, des maladies inflammatoires très fortes ou des maladies auto-immunes, on irait sur le protocole AIP, auto-immune. Mais par contre, sinon, voilà, le paléo, ce serait un régime de base selon toi qui s'est adapté à la plupart des conditions ou pour trouver une santé optimale si on n'a rien, oui. D'accord. Et le régime keto pour certains types de pathologies et un certain temps. Oui, c'est un certain temps surtout, pas trop long terme et pour certaines pathologies seulement. Quand tu dis pas trop long terme, je sais pas si tu as la réponse, mais c'est quoi? C'est une histoire de mois, de semaines, d'années? Des mois, je dirais, parce que par exemple pour rééquilibrer à niveau hormonal, je ne sais pas. C'est normalement il faut au moins 3 mois. Donc c'est là on peut parfois les mettre en place pendant cette période et après en sortir quoi. Petit à petit. Ok. Mais pas très longtemps, oui. Pas au-delà de 6 mois. On peut avoir des changements de flore très très vite. Hein. Dans quelques semaines, on peut changer la qualité de notre flore. En quelques semaines, ça se change. Oui, drastiquement. Ok. C'est clair. Je réfléchis si j'avais peut-être une autre question, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce que peut-être très brièvement on peut dire les grandes lignes de peut-être les types d'aliments qu'on peut en gros on l'a un peu dit, mais dire en gros qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on doit éviter. Et après, voilà, quand la réintroduction, est-ce qu'il y a un ordre particulier ou pas spécial? Oui, alors, dans les régimes auto-immunes, on parle. Oui. Alors, dans les régimes auto-immunes, on élimine alors tous les céréales, même sans gluten. Donc, on élimine les graines, les oléagineux, les légumes, les solinacées, qui est ce groupe des légumes chargés en lectine, de la pomme de terre, les tomates, l'aubergine, les poivrons rouges. Les tomates, malheureusement, cèdent. On élimine les œufs aussi. Donc, à la base, on reste avec des protéines animaux de bonne qualité, des légumes verts de bonne qualité, le plus possible, le plus variés, et des légumes racines, donc tels que les panais, la patate douce, la courge, le potimarron, etc., riches en bonnes carbohydrates. Donc, il faut dire que si les personnes sont malades et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre de poids, après, on doit mettre en place d'autres astuces. Et parfois, je laisse les riz blancs parce que très souvent, j'ai des patients qui ne peuvent pas se permettre de perdre de poids parce que clairement, pendant la phase d'élimination, un peu de perte de poids est là.
Mais après, normalement, on reprend les poids très vite. Après, on recommence à introduire, j'aime réintroduire les jaunes d'œufs comme premier. On laisse le blanc d'œuf d'un côté le plus long possible parce qu'il est un transporteur. Donc, s'il y a une dysbiose, il va prendre les bactéries et les transporter de l'autre côté de la paroi. Donc, je préfère ne pas l'avoir. Et après, j'essaye encore de certaines noix, telles que les macadamia, après les amandes. Donc, il y a toute une procédure spécifique. Donc, il faut manger une fois une petite quantité de l'aliment qu'on réintroduit, attendre 3 heures, après à manger un tout petit peu plus, après attendre 3 jours sans rien d'autre à réintroduire. Ah oui, d'accord. Oui, okay. Et après, il faut les réintroduire quelques fois par semaine au moins pour voir la réaction. Donc, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et les fruits, c'est à quel moment? Parce que tu t'es dit on élimine tous les fruits au début. Non, les fruits, on laisse. Tous les fruits et tous les légumes. Fruits et légumes, on laisse. Oui. Sauf poivrons, tomates, aubergines, voilà. Et pommes de terre, exactement. Okay. Et après, on réintroduit cela aussi, indépendance de les problèmes. Ok, très clair. C'est clair. Ah oui. Donc c'est quand même assez restrictif et après ça peut être aussi très frustrant parce que on doit aller petit à petit, être en surveillance et c'est. Oui. Ok, c'est pas le plus agréable. Quoi. Ça prend pas mal d'organisation aussi parce que il faut avoir les ingrédients à la maison pour faire quelques substituts. Donc quelque chose d'important, c'est au début, par exemple, avoir un substitut de pain parce que sinon on n'a plus rien, on n'a pas de cracottes, Donc, il faut repérer un certain type de farine, type l'arrowroot ou tapioca, et se cuisiner, faire des petites préparations. Donc, au début, ça peut être frustrant aussi parce que ça implique un certain degré de travail aussi, mais pas nécessairement. Donc, mon cas, par exemple, je n'ai jamais rien préparé. Je n'aime pas, je ne devrais pas le dire parce que je ne suis thérapeute, mais je déteste cuisiner. Je ne cuisine pas. Et donc, je fais des choses très, très simples. Donc, je mets au four ou à la poêle et pour moi, plus de 10 minutes de préparation, c'est déjà trop. Et j'ai bien survécu pendant 10 ans. C'est possible de faire comme ça aussi. Donc c'est arriver à prendre des bonnes habitudes, quoi. C'est ça qui est difficile au début. Toujours avec un changement, il faut familiariser avec les nouvelles choses, les ingrédients, etc. Dès que ça devient une habitude, c'est facile. Mais le début, c'est difficile dans tout type de changement. Et c'est là, oui, je ne cache pas, c'est quand même un grand changement. Et la plupart du temps, je n'arrive pas à le mettre en place tout de suite. Parce que si j'ai un patient qui arrive et qui mange du gluten 3 fois par jour, déjà, etc., pour l'amener là-bas, il faut du temps. Donc, on commence doucement et on travaille. Parfois, c'est pas possible. Mais ça dépend. Ok, c'est très clair. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce régime? Est-ce qu'il est vraiment connu? Il est pas connu? Est-ce qu'il commence à être connu? Est-ce que on en parle ou ça reste une niche? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? C'est absolument pas connu. Peut-être aux États-Unis ça commence à être de plus en plus connu, mais ici en Europe vraiment pas. Et surtout, ce qui est triste, c'est que dans les cas de maladies auto-immunes, on ne prend même pas en considération la nourriture. Dans des maladies inflammatoires du côlon, la maladie de Crohn, la colite, la réticolite hémorragique, par exemple, on dit aux patientes, non, vous ne devez rien faire à niveau des régimes, lorsque ça peut vraiment changer les choses. Donc, pas seulement le régime AIP n'est pas connu, mais la nourriture n'a aucune place dans le processus de guérison de maladies inflammatoires.
Donc, c'est dommage. Parce que c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au protocole auto-immune. Là, c'est vraiment une maladie, un régime spécifique que voilà, on met en place dans certains cas, mais un régime anti-inflammatoire de base, ça pourrait aider énormément dans la plupart des maladies. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, vu qu'il y a une épidémie de maladies inflammatoires dit chronique, voilà, je n'aime pas le mot chronique parce que c'est comme une sentence de morte. On ne va jamais s'en sortir, c'est pas vrai. C'est là non plus. Là, c'est possible, de corriger tout cela. Donc, ouais. Non, c'est assez fou ce que tu dis parce que t'es pas la première personne qui le dit. C'est que il n'y a pas vraiment de place. Un médecin ne va pas parler de régime alimentaire. Enfin, pas spécialement, moi qu'il ait peut-être des connaissances, qu'il ait creusé de ce côté-là, mais sinon c'est pas vraiment le truc le plus dominant, quoi. Et c'est dommage, c'est vrai, et je ne comprends pas comment on peut encore s'en passer, surtout que maintenant on comprend à quel point la flore intestinale, par exemple, a un impact sur la santé de notre système immunitaire. Que ça soit que sur cela, comment on peut... Alors, on a de plus en plus de défis au niveau des virus tous les jours. Comment on peut aider le système immunitaire? Mais à partir de notre intestin, sans doute, et encore, on ne parle pas de ça. Oui. Ça, c'est ok. C'est assez incroyable, effectivement. Tiens, est-ce que t'as des personnes qui ont eu le rapport, est-ce que ce régime-là avec le Covid, tu vois des observations? Oui, absolument. Parce que je te dis ça parce que l'épisode d'avant, j'étais avec le docteur Lisbeth, avec qui on a parlé du Covid long. Oui. D'ailleurs, merci elle de nous avoir présenté. Effectivement, je travaille avec elle et donc je prends en charge des patients qui ont le Covid long et on met en place effectivement une combinaison de les régimes auto-immunes avec un régime bas en histamine, parce qu'avec le Covid long, on a une activation des mastocytes plutôt importante. Donc, si tu t'imagines, déjà, le protocole auto-immune est très restrictif. On va vraiment arriver à la feuille de salade. Hein. Non, c'est juste très difficile de faire le choix parce que les histamines sont très présentes dans ce qu'on mange. Donc, on arrive là aussi à faire un compromis. Mais ce que j'observe, finalement, c'est que c'est beaucoup plus efficace à regarder au processus auto-immune, donc à la sollicitation qui arrive au mastocyte, donc qui active le mastocyte à travers la paroi intestinale, qui est les histamines même. Donc, c'est parfois on met en place que le régime auto-immune, ça calme les mastocytes de façon beaucoup plus efficace qu'un régime bas en histamine. Donc, on fait en combinaison, et donc j'ai un protocole des 12 jours, disons, très restrictifs, mais ça dépend vraiment de la personne. Sinon, on parle et on met en place différentes choses. Mais sans doute, ça aide énormément parce que tu t'imagines, là, autrefois, c'est les systèmes immunitaires qui n'arrivent plus à se calmer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le système immunitaire à se calmer? On peut lui donner les outils pour se renforcer grâce aux micronutriments et on peut enlever les aliments inflammatoires. Ok, donc ouais, c'est intéressant et en plus t'appliques pas les choses de manière entre guillemets bête et comme un robot. C'est quand même tu écoutes l'histoire du patient et tu t'adaptes et tu cherches des solutions qui puisse être adapté en essayant de prendre en compte toute son histoire et tout le contexte. C'est très, très différent avec chaque personne. C'est très, très individualisé. Chacun est différent. Et c'est vrai que c'est un travail très, très personnalisé. Surtout avec le long Covid, parce que les gens vont très mal. Donc, les jeux entre les degrés d'effort qu'on peut faire, et voilà, et l'état mental, c'est important, donc c'est très délicat. D'accord. Ok, très clair.
Est-ce que je peux te poser une dernière question? Vas-y, je suis là. On a un peu parlé. Après, je pense que voilà, on aura fait un bon petit tour. C'est la place du jeûne. On en avait un petit peu parlé en off. Tu m'avais dit que tu allais, parce que je t'avais demandé si est-ce que le jeûne, ça peut être aussi un moyen de restaurer sa flore, vu que finalement on n'alimente pas, donc il a le temps de se régénérer. Oui, alors c'est pas que ça. La chose la plus intéressante pour laquelle le jeûne est efficace, c'est pour ce qu'on appelle apoptose. Donc c'est le processus des suicides de les cellules qui sont malades. Hein. Donc par exemple dans le cas du Covid, un des mécanismes avec lesquels les virus affectent le corps, c'est à niveau mitochondrial. On n'a plus les substrats pour faire l'énergie et on n'a pas d'oxygène non plus aux tissus et aux organes. Donc la mitochondrie, qui est l'usine de la cellule, souffre énormément. Donc elle est coincée dans un état de survie et pas performant. Elle produit les calories en forme anaérobique et donc pas aérobique, donc beaucoup moins performant. D'accord. Et entraîne un état inflammatoire. Et donc cette cellule, si reste dans cette fonctionnement, ça reste cet état inflammatoire comme ça. Les jeunes aident à faire ce processus où la cellule qui n'est plus capable de fonctionner meurt et se suicide, elle. Donc, c'est une des moyens les plus efficaces pour faire un reset à niveau cellulaire. Donc, c'est pour cela que c'est très intéressant. Et je le trouve très efficace aussi dans les cas d'activation des mastocytes, parce que si on ne donne pas des sollicitations aux mastocytes, là, ils vont se calmer. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que le mastocyte, pour se régénérer, prend 6 mois, mais donc on ne peut pas jeûner 6 mois, mais disons sur une partie de la journée pour les maintenir plus calmes, oui. Donc, et oui, c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, quand on mange dans la fenêtre où on mange de la bonne nourriture, on aide à changer la flore intestinale aussi. Donc, ça peut avoir beaucoup de bienfaits, aussi à niveau de gestion de l'insuline, qui est très souvent un problème avec toute pathologie inflammatoire chronique. Mais il faut pas exagérer non plus. Donc là, la tendance, c'est qu'on commence, on se sent bien, et après, on continue, et c'est pas bon. Comme je te dis, à niveau de flore intestinale, pas du tout, mais aussi à niveau de régulation de l'insuline, on commence à avoir trop peau, et après, les femmes peuvent vraiment amener la thyroïde à ne pas marcher trop bien, et donc à compenser. Et c'est pas la même chose, par exemple, pour une femme dans tout son cycle. Donc, ça serait, par exemple, bien de déjeuner dans la première partie du cycle, mais pas la dernière. Donc, c'est pas toujours la même chose. C'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris dedans à tenir en considération. Donc, c'est un outil très efficace, mais il faut bien savoir l'utiliser, dans les bons degrés et les bons moments. Ok, super. Très intéressant. Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vois l'heure, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. J'ai pas arrêté de comprendre. C'est super enrichissant. Est-ce que, avant de passer à la conclusion, tu aurais aimé rajouter quelque chose ou un truc qu'on n'a pas dit, ou selon toi? Non, je veux juste souligner, faites expérience de le pouvoir de la nourriture sur votre état de santé. Je vous invite à essayer et boire et ressentir, parce que c'est vraiment très puissant. Voilà. Ok, super. Très bien. Aujourd'hui, donc, t'accompagnes des personnes. On peut te contacter. Tu fais ça en visio, t'es en présentiel? En visio et en présentiel. Donc, ils peuvent aller sur mon site www.michelaformis.com
Et je mettrai les liens dans la description. Merci. Et oui, je préfère un présentiel si c'est possible, au moins la première consultation, parce qu'il y a tout autre type d'interaction. Mais sinon, j'ai fait aussi beaucoup de consultations en visio avec la France, en fait, en ces moments en particulier. Donc, l'Italie. Donc, ça reste une façon. Voilà. Ok. Ça marche. Parfait. Je mettrai tout ça dans la description. Pour terminer, je vais te poser quelques petites questions. L'idée, c'est juste de répondre de façon très spontanée et sans te prendre la tête, histoire de terminer et de faire la conclusion finale. T'es prête? Je sais pas. Tu me fais peur. Plutôt pâte ou pizza? Pizza. Pizza, forcément. Comment tu te décrirais en un mot, Michael? Je le sais en anglais. Resilient. Résilience. Ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? Mes enfants, les petits moments de bonheur avec eux. C'est ma joie au quotidien. C'est beau, les enfants, c'est vrai. C'est pas la première personne qui me dit ça. Toi, tes enfants, Liron, ou pas? Non, pas encore. Encore. Bon, tu te mets au travail alors. Au travail. Yes, c'est en réflexion, en projet. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? Alors, je crois dans le pouvoir de notre pensée. Je crois dans notre pouvoir d'auto-guérison et dans notre force intérieure. Ok. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ne doute pas, ça va aller. Ça va aller. Okay. C'est dur, mais ça va aller. Chouette. Et si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, ce serait qui et pourquoi? J'aimerais beaucoup prendre un café avec Zach Bush. Zach Bush? Zach Bush, oui, c'est un médecin américain que j'adore et qui a une vision sur surtout, en fait, à partir de la cellule à l'univers entier, que je regarde avec beaucoup d'attention et que j'adore. Et que j'aimerais avoir un café avec lui. Ok, Zach et plus loin Bush. Ouais. Ok. Regardez-le si vous l'avez. Je vais regarder ça. Il est génial. Un livre que tu recommanderais ou que tu offrirais à tout le monde? Mon livre préféré, c'est La Divina Commedia de Dante, donc c'est très classique. Ouais, je reste. Ça reste un de mes favoris. Je l'ai pas lu, mais ok, merci pour la référence. Et enfin, un dernier conseil ou une leçon que tu as envie de partager? Alors, comme je vous ai dit, faites expérience, faites des essais avec. Ne prenez pas les choses comme données. Être en santé, en plein santé, c'est possible. Essayez à manger bien, à mettre tout le nécessaire dans votre assiette tout le jour et voir la différence qu'il peut faire dans votre quotidiennité. Je vous invite juste à essayer. Voilà. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup, Michaela Formis. Oui, c'était super intéressant, enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, donc merci beaucoup. Et merci à toi. Je suis sûr que ça va être le cas aussi pour les auditeurs et auditrices qui sont restés jusqu'ici. Donc, je vous invite à voir ses travaux, à la contacter si vous avez besoin. Et puis si vous avez aimé aussi, à partager l'épisode et à mettre une note positive. Comme ça aide à faire découvrir cet épisode et l'émission à des personnes qui en auraient peut-être besoin pour découvrir des nouvelles pistes. En tout cas, je suis très content parce que
c'est encore une nouvelle piste à explorer pour les personnes qui ont ce type de maladie, une nouvelle piste à essayer. Je pense déjà à des personnes à qui je veux partager tout ça parce que ils en sont dans le besoin et je pense que ça peut être quelque chose à explorer. Comme ça que ça marche, en passant les messages petit à petit. C'est ça. Comme ça. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à partager. Et puis merci encore pour ce que tu fais. Merci à toi de le partager et de sensibiliser les gens sur tout cela. Je trouve que c'est très important. Merci. On fait au mieux. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un vrai café. Avec plaisir. En vrai, à Marseille. Je veux pas dire autour d'une pizza, pas encore, mais autour d'un café en tout cas ou d'un thé, avec grand plaisir. Avec plaisir, Liran. Merci beaucoup. À bientôt, Michaela. À bientôt, Liran. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.